Jean-Michel Jarre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le parrain de l'édition 2024 de Mans Sonore. La ville du Mans est très heureuse de vous accueillir pour cet événement. En quoi c'est important pour vous d'être le parrain d'un événement qui dure une semaine et qui porte sur le son? Alors je dirais que c'est important d'abord parce que ça se passe en France. C'est-à-dire que je pense qu'on a un savoir-faire dans le domaine du son qui est souvent pas nécessairement aussi reconnu en France et ailleurs. On a une véritable histoire avec le monde du son et le développement technologique lié au son. Et c'est formidable qu'une ville comme Le Mans, justement, puisse remettre, non pas l'église, mais le son au centre du village. Notamment, et pourquoi je dis au centre du village, c'est que, en fait, plus que jamais, au moment où on parle à notre époque de l'émergence du métavers, des mondes immersifs, on oublie souvent que pour l'être humain, ce qui est la manière dont on sent l'immersion d'abord, c'est d'abord par les oreilles, avant les yeux. Le champ visuel, c'est 140 degrés, le champ auditif, c'est 360 degrés. Et donc, il y a une véritable opportunité pour le monde du son et donc de la musique et des créateurs de pouvoir justement investir des nouveaux modes d'expression. Et le Mans Sonore, justement, témoigne et fait la promotion, au fond, d'une manière innovante de concevoir la manière dont on va produire le son et dont on va le recevoir, c'est selon qu'on soit créateur ou auditeur, j'allais dire demain, mais dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, il y a ce savoir-faire que nous devons absolument faire savoir, faire connaître, et je pense que le Mans Sonore s'inscrit tout à fait dans cette optique. Je suis heureux et honoré de pouvoir être le parrain de cette nouvelle édition en 2024. Vous allez inaugurer un dôme sonore immersif en son 3D, une première mondiale. Comment vous allez travailler avec ce dôme? Est-ce que vous avez déjà travaillé à l'intérieur? Et qu'est-ce que vous allez proposer à l'intérieur? Alors en fait, le dôme sonore correspond exactement à la manière dont j'espère qu'à l'avenir, un grand nombre d'endroits, de salles de concert pourront s'inspirer de ce dôme. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il a justement le fait de pouvoir, pour la première fois, proposer au public d'être à l'intérieur de la musique et pas devant. Depuis des siècles, finalement, en tant que compositeur, mais aussi en tant qu'audience, on a un rapport frontal au son. C'est-à-dire que quand on compose pour l'orchestre, on visualise l'orchestre en face de soi, avec les cordes d'un côté, les percussions au milieu, les bois de l'autre. Quand on va à la salle de concert, c'est la même chose, on a l'orchestre en face de soi. Et pour les musiques actuelles, on a soit les haut-parleurs en stéréo en studio pour composer, soit quand on va dans un concert ou un festival, on a la sono en face de soi. Et finalement, on a un peu la relation qu'on peut avoir avec une peinture par rapport au son, ce qui est quand même paradoxal, dans la mesure où la manière dont on vit le son au quotidien, c'est justement à 360 degrés. C'est-à-dire qu'on est entouré de sons dans la rue, à la campagne, où que l'on soit. Et ce qui est étrange, c'est que finalement, on se soit limité au fil du temps, nous les musiciens, et nous les amateurs de musique, à finalement une relation qui n'est pas la relation naturelle qu'on a avec le son dans la vie de tous les jours. Donc le dôme sonore permet justement de pouvoir justement recréer, est une opportunité pour les musiciens de pouvoir s'exprimer comme on reçoit le son dans la vie. Ce qui présuppose de composer et de concevoir pour ce genre d'espace. Et ce qui a été le cas, et ce qui est le cas de mon dernier album Oxymore, qui est, je pense, un des premiers albums de cette dimension à avoir, où en fait je suis parti de zéro, depuis le départ, pour créer l'orchestration, l'arrangement et la musique d'Oxymore, donc en 360, c'est-à-dire de me dire, je ne vais pas commencer à avoir des sons à droite que je vais faire bouger à gauche, mais au contraire d'avoir éventuellement une partie de mon orchestration qui se trouve éventuellement derrière moi à gauche pour le faire venir au milieu ici à droite et à une certaine vitesse. Et donc c'est tout un nouveau langage qui s'offre aux compositeurs et aux créateurs et qui évidemment
et qui souhaitent le partager dans des conditions optimales avec le public. Et donc le dôme sonore est un exemple parfait justement de la manière dont je pense on va écouter la musique et on va recevoir la musique et là aussi grâce auquel on va pouvoir aussi la produire et la créer. Vous avez proposé une masterclass. C'est quoi une masterclass de Jean-Michel Jarre? À quoi on peut s'attendre? Alors, une masterclass, c'est pour moi surtout un moment d'échange avec le public, justement pour parler de pour échanger sur toutes ces questions. Il y a un intérêt énorme pour le son partout. Et je pense que c'est important aussi, justement, à cette occasion, de rappeler à quel point on est défricheurs en France, que Oxymore, par exemple, qui est dont on va parler, bien sûr, qui est un hommage en même temps à Pierre-Henry, qui est vraiment un des premiers défricheurs de la musique électroacoustique, c'est-à-dire les premiers avec Pierre Schaeffer à s'être dit finalement la musique n'est pas fondée sur les notes basées sur le solfège, mais fondée sur le son. Et qu'en fait, ce qui différencie le bruit de la musique, c'est finalement la main du musicien, le geste du musicien, et qu'on peut mélanger le son d'un saxophone avec celui d'un corbeau ou d'une vache, d'un chien, et puis le son d'un moteur avec des percussions ou autre. Ça, c'est quelque chose qui est né en France, qui est devenu une grammaire, qui est la grammaire universelle aujourd'hui, pour tous les musiciens qui fassent de l'électro, du rock, de la techno, du jazz ou autre, c'est-à-dire finalement de mélanger des éléments sonores de la vie à l'intérieur d'un arrangement, d'une orchestration. Et je pense que ça, la France en est à l'origine. Et donc cet album, et c'est ce que je voudrais aussi échanger avec le public présent au Mans à ce moment-là, c'est justement de montrer à quel point il y a une contribution essentielle de la France, de la radio, de la radio nationale, et puis aussi d'expérimentations qui ont pu être faites dans différentes villes, jusqu'à aujourd'hui au Mans, où ce qui est présenté là pendant le Mans Sonore est une première mondiale, et donc je suis heureux de pouvoir justement en parler et échanger avec le public sur ces thèmes. On parle de votre album Oxymore. C'était une première, ça aussi, de le créer avec ce son 3D. D'où vous est venue l'idée déjà et comment vous l'avez créé? Combien de temps vous avez mis à faire cet album-là? Alors, pour Oxymore, j'aurais envie de dire que ça m'a pris une vie, au fond, pour arriver à ce projet. Parce que depuis le départ, j'étais moi toujours frustré par rapport à la technologie à laquelle je pouvais expérimenter. Je me disais, mais finalement, la stéréo n'existe pas dans la nature. Quand je vous parle, moi, je suis en mono. Quand un oiseau chante, il est en mono. Et c'est finalement nos oreilles et l'environnement autour de nous qui créent la perspective en musique et dans le son. Et il a fallu attendre assez récemment pour arriver justement à ce que technologiquement, on puisse arriver à recréer et à créer cet environnement sonore, aussi bien pour le compositeur que pour le public. Et donc, l'hommage à Pierre-Henry est venu du fait qu'on devait, pour un projet précédent qui s'appelait Electronica, je devais travailler avec lui, puis il est tombé malade, il est décédé, et ça n'a pas jamais pu se faire. Et j'ai eu la chance et l'honneur qu'il me laisse des sons après son décès, que je puisse en faire quelque chose un jour. Et donc, par rapport à ce projet, j'ai eu envie d'utiliser finalement justement ces sons qu'il m'avait légués. J'en ai utilisé d'ailleurs finalement beaucoup moins que prévu, c'est peut-être 4 ou 5% dans la totalité de l'album, mais ça a été pour moi un déclencheur et une grosse source d'inspiration, parce que non seulement Pierre-Henry a été, dès le milieu ou de la première partie du XXe siècle, un défricheur en matière de musique électroacoustique, comme je viens de le dire, mais en même temps, ça a été un des premiers à se préoccuper de spatialisation. C'est-à-dire qu'à l'époque, la stéréo n'existait pas vraiment, et il travaillait en multimono, et donc il avait une sorte d'instrument qui était une sorte de grand anneau métallique
où il faisait passer de manière assez mystérieuse une sorte d'électro-aimant, et où il faisait balader de manière assez primitive le son sur tous ces haut-parleurs, mais qui était déjà le début de la spatialisation. Et donc, c'est cette idée-là qui est à l'origine d'Oxymore, et donc finalement, l'album m'a pris, en fait, j'ai travaillé, moi, je suis obligé d'avoir des deadlines, des limites, sinon j'ai du mal à terminer un projet. Et en fait, j'avais l'idée avec Radio France, puisque j'ai travaillé sur ce projet avec Hervé Desjardins, qui est le grand Manitou du studio Innovation de Radio France, de pouvoir justement faire un concert à l'occasion d'un festival, du premier festival de Radio France, et qui était en janvier, et donc j'ai commencé en septembre, donc j'ai mis vraiment 3 mois, nuit et jour, mais enfin en comptant les nuits, ça fait 6 mois. En fait. Ok, parlons de Radio France justement, qui est aussi l'un des partenaires de l'élément sonore. Vous avez travaillé avec eux pour cet album. C'est important pour vous de mettre Radio France dans cette boucle sonore? Alors, on ne répétera jamais assez à quel point nous devons beaucoup de choses à la radio, et notamment à la radio publique. Et la musique électronique et l'électroacoustique doit énormément aux chaînes de radio publiques. Le groupe de recherche musicale avec Pierre Schaeffer, qui était lié à l'ORTF à l'époque, le Stockhausen en Allemagne avec la radio publique allemande, le laboratoire de la BBC qui a donné Doctor Who, et toutes les premières musiques électroniques aussi en Angleterre, on voit qu'il y a un lien qui est un lien technologique. C'est-à-dire que moi, je me souviens quand j'ai étudié au groupe de recherche musicale, on avait piqué des filtres et des oscillateurs à Radio France à l'époque, qui étaient en fait là pour la maintenance des émetteurs et pour les détourner de leur fonction, pour en faire des instruments de musique, pour faire de la musique. Donc il y a ce lien à la fois technologique et en même temps aussi l'idée du broadcast, l'idée de l'émission aussi, et les magnétophones qui étaient à la radio, qui nous servaient en même temps plus que d'enregistreurs, mais en même temps d'instruments qu'on manipulait, qu'on pouvait faire retarder les bandes, les passer à l'envers, leur faire subir toutes sortes de tortures, et qui en fait, sans lesquels la musique n'aurait pas évolué de cette manière-là. Donc pour moi, je suis un enfant de Radio France, et pour moi c'est extrêmement important. En plus, à Radio France, c'est à Radio France qu'on a inventé le binaural, qu'on a développé le binaural, les premiers couples de micros stéréo pour enregistrer les orchestres, la FM. Enfin, tout ça, c'est un vocabulaire, ça fait partie du vocabulaire et de la grammaire de la musique que je fais, ou de la musique électroacoustique ou électronique. Donc effectivement, il y a un lien très fort. Et donc, c'est pas un hasard si aujourd'hui Radio France se retrouve partenaire du Mont Sonore. Je reviens dans ce que vous allez proposer à l'écoute au Mans. Vous êtes un pionnier de la musique électronique. Est-ce qu'on n'entendra que de la musique électronique? Est-ce qu'on entend que de la musique électronique dans Oxymore, ou on entend autre chose? Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, quand on parle de musique électroacoustique, il ne s'agit pas en fait de sons électroniques, souvent, mais de sons, ce qu'on appelait plus tard le sampling ou l'échantillonnage, c'est-à-dire en fait de prendre des sons bruts qui peuvent être un son de... je sais pas moi, de craquement de bois, du vent, de la pluie contre les vitres, donc de sons qui sont finalement organiques et qu'on manipule pour en faire de la musique, en les mêlant à un son de violon, de clarinette, etc., ou de synthé ou autre. Donc en fait, dans Oxymore, il y a beaucoup de sons, il y a un mélange entre des sons qui sont purement électroniques. Je rappelle que les sons électroniques, c'est des sons issus d'oscillateurs et donc d'instruments électroniques, à la différence de sons échantillonnés, qui sont des sons qu'on enregistre avec un micro à l'extérieur et qui permettent justement de pouvoir avoir une matière brute, un peu comme pour la peinture non figurative, de prendre de la terre, de prendre du métal et puis en fusion, et puis de mélanger pour en faire le tableau qu'on veut faire. C'est exactement la même chose. Donc en fait, dans Oxymore, il y a une majorité de sons qui sont paradoxalement non électroniques, mais qui sont traités électroniquement. D'accord. Et pourquoi votre album s'appelle Oxymore? Pourquoi ce mot-là? Alors, oxymore, parce que je pense que la musique concrète est un oxymore en soi. La musique, c'est-à-dire, comme je disais, de mêler le
c'est-à-dire un oxymore, c'est finalement le fait de prendre deux éléments qui n'ont rien à voir pour en faire quelque chose d'autre, pour en faire quelque chose de neuf. Et en fait, c'est le principe de la musique électroacoustique, c'est-à-dire de prendre le son d'un oiseau, de le mélanger avec une clarinette, deux éléments qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, pour en créer un moment de poésie ou un moment d'anxiété ou quoi que ce soit. Et puis, le fait aussi que, au fond, quand on réfléchit, un artiste se définit par son maniement des oxymores, c'est-à-dire finalement de prendre une idée qui est incongrue, inhabituelle, et d'en faire quelque chose justement qui va être personnel, de se l'approprier et d'en faire quelque chose d'inouï au sens... Donc je trouvais que ce terme convenait tout à fait à ce projet. Je vais finir avec ce rendez-vous du 20 novembre. Ce jour-là, 20 janvier. 20 janvier, ce rendez-vous du 20 janvier 2024. Ce jour-là, donc, ce sera un moment étonnant en France et dans le monde. Ce sera une première mondiale, selon vous? Je pense que, et au-delà de ma participation, je ne parle pas de ma participation, mais le fait qu'il y ait la volonté d'une région, d'une ville, de pouvoir justement repousser les frontières d'un mode d'expression qui n'est pas seulement quelque chose de technique, d'abstrait, mais qui a un potentiel et qui peut générer justement des conséquences vis-à-vis de la création pour le monde de la musique et de la filière sonore, de la filière musicale, pour les générations à venir, est quelque chose de fondamental. Et dans ce sens, c'est vraiment une chose dont on doit être fier, au-delà même du Mans, au-delà de la France, de se dire, il y a en France justement un pays, d'ailleurs, trop souvent tourné vers la littérature et le cinéma. On est dans un pays de littérature et de cinéma avant d'être un pays de son, alors qu'en fait, on a inventé énormément de choses sur le plan du son, mais c'est passé un peu sous le radar. À tel point d'ailleurs, on peut voir par exemple le CNC, le Centre national du cinéma, a été créé en 1946, et le CNM, Centre national de la musique, son équivalent musical, a été créé en 2020, 75 ans plus tard. Ça montre à quel point les domaines du son et donc de la manière dont on fait de la musique aujourd'hui est passé un peu sous le radar. Et il est extrêmement important justement que des villes puissent prendre l'initiative justement de montrer à quel point le son, plus que jamais aujourd'hui, au moment du développement des modes d'expression immersive, de l'intelligence artificielle, le son et les métiers du son vont être de plus en plus à l'honneur, et c'est extrêmement important de le rappeler, de le souligner, de le promouvoir, et qu'une ville comme Le Mans puisse le faire, qui est d'ailleurs liée qui est connu dans le monde entier, lié à une autre catégorie sonore qui sont les 24 heures du Mans, qui font quand même beaucoup de bruit au sens propre, au sens figuré depuis un certain nombre d'années. Finalement, il n'y a peut-être pas un hasard, il y a peut-être un lien là. Merci beaucoup.